Ensuite, du point de vue du nous, le on comme nous, vous retrouvez ici le sujet dans son articulation avec la société. Je précise un peu maintenant le questionnement d'une société qui pourrait ou non se passer de morale. Là encore, la question peut se poser par rapport aux deux sens de la morale, morale sociale extérieure et expérience morale intérieure. Et ça va donner deux types de questionnements. Une société peut-elle se passer d'un système de règles morales ? Donc, une société peut-elle se passer d'un système de règles morales ou peut-elle se suffire d'autres systèmes de règles ? Peut-elle se suffire d'autres systèmes de règles ? Par exemple, les règles juridiques ou par exemple encore les règles politiques. Mais il me semble qu'il faut poser une autre question. Et il faut articuler société et individu. Parce que la société en soi, si vous voulez, c'est une abstraction. La société, c'est vous, c'est moi, et c'est tous les individus qui la composent. Et selon la façon dont on se comporte, on donne un certain profil à notre société. Donc, on peut ajouter donc cette question, mais aussi, une société peut-elle se passer d'individus capables d'avoir des interrogations morales ? Une société peut-elle se passer d'individus capables d'avoir des interrogations morales ? Dit d'une autre façon, ça revient à se demander si une morale strictement sociale suffit-elle à une société ? Une morale strictement sociale qui ne ferait aucunement appel aux expériences morales individuelles suffit-elle à une société ? La question, elle a une certaine urgence, on en a déjà parlé avec l'intelligence artificielle. Puisqu'on peut supposer que si l'intelligence artificielle sera, dans les années à venir, capable de résoudre bon nombre de questions techniques sur le plan de l'organisation sociale, il faut aussi se demander si elle va être capable de résoudre des questions d'ordre moral. Et donc, si l'éducation, d'ailleurs, on voit bien certaines choses se profiler, pourra faire à moins d'une véritable construction de la personnalité morale des jeunes êtres humains. Puisque si on peut se passer de conscience morale, si une société peut se passer d'expériences individuelles, de sentiments moraux, alors ça veut dire qu'on peut faire beaucoup d'économies avec l'école et l'éducation. Parce que ça veut dire que on n'aura pas besoin de réfléchir à toutes les disciplines scolaires et éducatives qui visent à construire une personnalité morale. Parce qu'un individu, il n'a pas seulement des capacités physiques et intellectuelles, il a aussi une sensibilité morale qui est construite par l'éducation. Enfin, du point de vue de l'homme comme être générique, la question est portée à un niveau métaphysique. La question est portée à un niveau métaphysique, c'est-à-dire, peut-on penser l'homme ? Peut-on penser l'essence de l'homme
comme n'ayant aucun rapport avec la morale. Peut-on penser l'essence de l'homme comme n'ayant aucun rapport avec la morale, ou bien la morale est-elle essentielle à l'humanité? La morale est-elle essentielle à la construction, à la constitution, au développement de l'humanité de l'homme, de son humanisation? Alors là aussi, ça c'est une question que vous avez souvent vue. Mettez bien en valeur les choses, parce que parfois vous dites des choses très intéressantes, mais vous ne savez pas encore bien vous mettre en valeur et mettre en valeur la pertinence en fait de ce que vous avez trouvé. Alors par exemple, vous avez parfois opposé l'homme et l'animal, essayant de montrer qu'il y avait finalement la morale était vraiment la frontière, hein, entre l'homme s'humanisant et montrant son humanité par sa morale, et l'animal n'étant qu'un être d'instinct. Bon, alors je vous pardonne cette errance. Et évidemment, peut-être que vos carrés, que vous ne voyez pas assez d'ailleurs, hein, je crois, vous démontrerait que cette frontière entre l'homme et l'animal, là encore, elle relève du poncif, elle relève du préjugé, elle relève de l'idée reçue, et que bon nombre de connaissances nous attestent d'un sens moral chez beaucoup d'espèces animales. Et c'est toute la question de savoir... beaucoup de philosophes ont écrit là-dessus, si l'homme n'est pas plus bestial que l'animal. Autrefois, à Lyon, il y avait un musée qui s'appelait le musée Guillemet, près du parc de la Tête d'Or, et les collections sont aujourd'hui au musée des Confluences. Et donc, il y avait toutes sortes d'animaux, de squelettes, d'insectes, etc. Puis dans une salle, il y avait une grosse pancarte, et puis c'était marqué « L'animal le plus dangereux au monde ». Alors évidemment, on emmenait tous les enfants, tout le temps, le dimanche, se promener au musée des Guillemets, c'était une tradition à Lyon. Et donc on allait vers cette pancarte et on se penchait pour voir l'animal le plus dangereux du monde. Et en fait, évidemment, il y avait un miroir, et une fois qu'on s'était penché, on voyait son propre visage. Donc c'était un pied de nez du directeur du musée qui était très juste, qui disait finalement l'homme est un animal. Bon, ça depuis Darwin, ça ne se discute plus. Mais surtout, c'est un animal qui, à la différence des autres animaux, justement, a perdu les limites de la nature, hein. En particulier, nous avons beaucoup perdu nos instincts. Et or, l'instinct... nous avons encore quelques instincts. L'animal n'est pas qu'un être d'instinct non plus, mais l'instinct, il a essentiellement une fonction de canalisation. Voilà, donc vous ne verrez jamais de guerre chez les animaux, et quand vous voyez des phénomènes de guerre chez les animaux, ce sont des animaux qui sont très très proches de nous, hein, comme par exemple le chimpanzé. Alors, il y a des guerres entre des groupes de chimpanzés, mais des animaux plus éloignés de nous ne se font pas la guerre parce qu'ils sont plus souvent régis, pas tout le temps régis, mais plus souvent régis par des instincts qui les canalisent dans leur comportement. Ce n'est pas notre cas. Alors le peut-on ? Le peut-on, là aussi, il était pris dans ces trois sens, de la possibilité théorique, de la possibilité matérielle et de la possibilité morale. Donc je reprends rapidement ces trois sens. Donc possibilité théorique et conceptuelle, c'est-à-dire, si je reformule le peut-on au sens de la possibilité théorique et conceptuelle, le sujet devient n'est-il pas contradictoire pour l'individu, la société ou l'homme de se passer de morale ? Donc n'est-il pas contradictoire pour l'individu, la société ou l'homme de se passer de morale ? C'est-à-dire, comprenez, n'est-ce pas contraire à leur essence ?
n'est-il pas contraire à l'essence de l'homme? N'est-il pas contraire à l'essence de l'homme en tant qu'individu? Et n'est-il pas contraire à l'essence d'une société que de se passer de morale? Alors, on a vu qu'on vient de poser la question par rapport à l'essence de l'homme, je n'y reviens pas. On a posé la question par rapport à l'essence de l'individu. Est-ce que l'individu n'est pas doté d'une conscience qui le définit en tant que personne humaine, en tant que sujet humain? Et est-ce que cette conscience n'est pas par nature une conscience morale qui fait qu'aucun individu ne pourra ne pas se poser dans sa vie des questions d'ordre moral? Aucun individu ne pourra être cynique toute sa vie. D'ailleurs, généralement, si j'avais à faire un développement sur le cynisme, d'abord j'irais chercher des références littéraires. Je pense que quelqu'un comme Balzac a su mettre en œuvre de très belles figures de cyniques dans ses œuvres. Je ne sais pas si vous allez, je pense qu'avec M. Billon, vous allez voir un peu ça. Et ils ont toujours des... L'individu cynique, en fait, il a toujours des failles. Il y a toujours un moment où son cynisme ne le protège plus. D'abord, le cynisme est plutôt une protection qu'une absence de sens moral. Et le cynique finit souvent assez mal. Le cynisme n'a pas une durée de vie très longue. Il est assez vite périmé. Vous voyez ? Donc je montrerai ça. Il me semble que quelqu'un comme Dostoïevski aussi a très bien montré, c'est tout le personnage de Raskolnikov dans Crime et Châtiment. Si vous ne voulez pas lire cet énorme roman, allez voir quelques vidéos qui sont très bien faites sur Dostoïevski, qui est un romancier russe merveilleux, magnifique, qui est pour moi un des plus grands penseurs de la question morale de tous les temps. Et Raskolnikov, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, donc c'est ce jeune étudiant qui, par amour pour une jeune fille, qui se prostitue pour nourrir sa famille et pour rembourser les dettes prises auprès d'une vieille usurière méchante, va, dans un accès de colère, tuer l'usurière. Et à partir de là, c'est à la fois le jeu de cache-cache entre le jeune homme Raskolnikov et l'inspecteur de police qui essaye de le piéger. Donc il essaye d'échapper à cet inspecteur. Et c'est aussi l'histoire du jeune homme dans le rapport avec sa propre conscience et sa propre culpabilité, avec le moment du déni. Il fuit l'inspecteur, mais il fuit aussi sa conscience. Et puis, à un moment donné, si vous voulez, la culpabilité le rattrape. Et il y a de très belles pages de très longs développements sur la psychologie de ce jeune homme qui finalement, alors qu'il est tout à fait excusable d'avoir tué cette vieille usurière qui, pour l'amour, enfin il est excusable, enfin moi en tout cas pour moi il est excusable, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Mais en fait, il va de plus en plus développer cette conscience de la culpabilité jusqu'à se dénoncer, en fait, et arrêter de jouer à cache-cache avec la police et de jouer à cache-cache avec lui-même, en fait. Donc, ce serait une très belle référence qui montrerait, si vous voulez, que la relation qu'on a avec soi, le peut-on conceptuel, peut-on, du point de vue de ce que nous sommes, nous, les êtres humains, en tant qu'individus, en tant que sujets moraux, ça paraît assez peu pensable qu'on puisse se passer de morale. Maxime ? Est-ce que vous pouvez répéter le nom de cet ouvrage ? Donc, c'est Crime et Châtiment. Crime et Châtiment. Il y a eu plusieurs films, ça a été porté au cinéma.
toute une filmographie, Dostoïevski. Je ne sais plus si c'est... Oui. Et le personnage s'appelle Raskolnikov. Je ne me trompe pas. En un seul mot, Raskolnikov. Le jeune homme, le jeune étudiant. Ça se passe à Saint-Pétersbourg, qui était la ville adorée de Dostoïevski. Donc, pour ceux qui connaissent Saint-Pétersbourg, c'est magnifique, le vieux Saint-Pétersbourg. Et à l'époque, dans des quartiers où les gens mouraient de faim et de froid, en fait, on mourait plutôt de froid avant de mourir de faim, d'ailleurs. Et Dostoïevski, c'est quand même un des plus grands, avec Tolstoï, c'est quand même un des grands écrivains du XXe siècle. Je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir lu au moins. Alors, si vous ne voulez pas lire Crime et Châtiment parce que c'est énorme, lisez Le Joueur, par exemple. Il est assez intéressant sur la question de la passion du jeu et de la passion en général. Ça, c'est vraiment un très beau texte et c'est beaucoup plus petit. Alors, je passe à la possibilité matérielle. Peut-on se passer de morale? Ici, on pose la question, le peut-on matériel, c'est la question à la fois des capacités et des moyens. A-t-on les capacités de se passer de morale? A-t-on les moyens de se passer de morale? Alors, un individu, là encore, si vous pensez on, individu, je, société, humanité, l'individu peut-il avoir les capacités de se passer de morale? Il me semble que ce qu'il y a d'intéressant, ce qui justifie ce que vous avez fait parfois, c'est qu'il semblerait que oui, si on pense évidemment aux cyniques, donc il semblerait que, je dis bien, il semblerait que oui, soyez toujours très prudents, j'y pense, là je vous le dis, ça me vient à l'esprit, n'affirmez rien, mettez beaucoup de conditionnels, utilisez beaucoup, il semble que, en fait, vous n'affirmez que dans la conclusion. Il n'y a que dans la conclusion qu'on attend une réponse. Mais sinon, faites très attention, et surtout dans les introductions, parce que certains se coupent l'herbe sous les pieds dès l'introduction, parce que dès l'introduction, ils posent des affirmations qui sont d'emblée contestables, des définitions qui sont d'emblée contestables. Et donc là, si vous voulez, c'est fini pour vous dès l'introduction. Donc soyez prudents, il y a des façons d'être prudents, le conditionnel sert à ça. Et puis certaines périphrases comme on pourrait penser que, ou on peut faire l'hypothèse, ou il semble que, voilà. Donc ces périphrases, il faut les utiliser. Alors, cela laisserait entendre, la question des capacités, cela laisserait entendre que l'expérience morale relève d'une certaine éducation. Et qu'il existe des éducations qui transforment les individus en personnalité morale. Alors ça rejoignait un petit peu le sujet sur lequel vous aviez travaillé, ça le croisait en tout cas. Et des éducations qui transforment les individus en potentiels monstres. Et je vous renvoie à ce que les psychologues ont appelé, alors ça a commencé avec une psychologue, je crois qu'elle est polonaise ou allemande, je ne me souviens plus, elle s'appelle Katarina Rocci, ce que les psychologues ont appelé la pédagogie noire.
qui a été ensuite popularisé, qui a été vulgarisé en France par une psychanalyste qui s'appelle Alice Miller. Alice Miller, vous trouverez sur Internet beaucoup de choses la concernant, une psychanalyste qui s'est fait connaître par un livre qui s'appelle « C'est pour ton bien ». C'est pour ton bien. Tout un programme où en fait elle analyse les mécanismes de la violence éducative. Elle analyse donc les mécanismes de la violence éducative, c'est-à-dire comment et par quel mécanisme une éducation peut fabriquer des monstres. Bon, on y reviendra d'ailleurs avec Kant. Alors c'est là que effectivement Rabelais avait toute sa place, me semble-t-il. C'était vraiment la très 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 bonne référence. Enfin, je termine. Évidemment, le Peton avait aussi pour sens la possibilité morale, c'est-à-dire est-il légitime de se passer de morale? Est-il légitime de se passer de morale? Alors attention, la légitimité ne se résume pas à est-ce utile ou inutile. D'ailleurs, à mon sens, utilité et inutilité ne sont pas des valeurs morales. Alors, je n'ai pas encore abordé ça avec vous, mais il me semble que les morales utilitaristes sont quand même très critiquables en fait du point de vue moral. On va commencer à aborder ça avec Kant. Certains d'ailleurs ont déjà lu la suite du cours et j'ai pu constater que souvent ils en ont fait bon usage et qu'ils avaient déjà bien compris l'essentiel. La morale, du point de vue de la légitimité, là encore, il faut la poser à ces trois niveaux. L'individu peut-il s'en remettre à la seule morale sociale ? L'individu peut-il s'en remettre à la seule morale sociale pour savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il doit penser ? Donc je crois que là, il y a un vrai problème moral. C'est ce que nous dit Kant. Celui qui fait ça n'est pas moral. Celui qui fait ça n'obéit qu'à ce qu'il appelle une conformité extérieure, mais intérieurement, il est immoral. Ensuite, vous retrouvez la question de la légitimité au niveau de la société. Une société peut-elle se passer d'une moralité intérieure des individus ? Une société peut-elle se passer d'une moralité intérieure des individus ? Là, on se situe effectivement sur ce plan de la légitimité du peut-on. Alors c'est normal qu'on retrouve les mêmes problèmes. Quand vous analysez un sujet, si vous retrouvez les mêmes problèmes, c'est que vous êtes sûr que c'est un problème et que vous avez mis le doigt sur un problème important et un vrai problème. Donc ne soyez pas... Alors évidemment, après, moi je suis en train de décortiquer, donc je me répète. Vous, dans une dissertation, vous n'allez pas vous répéter. Donc ce que vous avez trouvé d'une certaine façon par l'analyse paradoxale, mais aussi d'une autre façon par l'analyse sémantique, après faites un choix. Faites un choix, c'est-à-dire faites une remarque d'analyse qui va vous amener à ce problème-là. Donc après, c'est un problème de rédaction de l'introduction, si vous voulez. C'est un petit problème par rapport, une petite difficulté par rapport à toutes les difficultés que vous avez encore à, je dirais, à affronter. Et puis enfin, qu'en est-il de l'homme ? Qu'en est-il de l'homme ? Si, encore une fois, on réussit à montrer qu'il est déjà naturellement moral, et je pense qu'il ne faut pas du tout écarter cette hypothèse, si on réussit à montrer qu'il est déjà naturellement moral, eh bien, à quoi servent les morales qu'on lui inculque ?
À quoi servent les morales qu'on lui inculque? Et là, il y a quand même des auteurs qui clignotent. À quoi servent les morales qu'on lui inculque? Rousseau vous dira, ne servent-elles pas à le rendre plus vicieux? Et ce sera la position de Rousseau. Ne servent-elles pas aux dominants à imposer leur domination? Ne servent-elles pas aux dominants à imposer leur domination? Et ça, ce sera la posture d'un Marx, la morale faisant partie des superstructures, ou d'un Michel Foucault. Je vous renvoie à ce livre magistral qui s'appelle « Surveiller et punir », où Michel Foucault montre comment les grandes institutions sociales, que sont l'école, l'armée, l'hôpital, sont des instances de domination, où on soumet les gens à des règlements, justement. On soumet les enfants aux règles de l'école, on soumet les jeunes hommes aux règles de l'armée. Et donc, on leur apprend à, finalement, être dociles, etc. Donc, toute cette thématique de la dissémination du pouvoir chez Michel Foucault. Donc, j'ai bien entendu que ça avait sonné. Il me reste, mais je vais vous l'envoyer, le plan. Puisque tout ça, vous avez compris, ça donne un plan. Je pense même que vous seriez capable de le reconstruire vous-même, ce plan, avec au moins ces parties, si ce sont ces sous-parties. Donc, je vais rendre à ceux qui sont présents les copies. Je vais conserver les autres pour les numériser chez moi, parce que je n'y ai pas pensé, mais j'aurai peut-être le temps ce week-end, pour les envoyer à ceux qui sont au-delà du miroir et qui m'écoutent encore, enfin qui m'écouteront sur YouTube. Voilà. Sauf si vous êtes sûr d'en voir avant lundi, auquel cas je vous confie leur copie. De toute façon, comme je vous ai dit, j'ai rempli un tableau des principales compétences. Et il y a beaucoup d'abréviations. Reprenez le livret d'abréviations pour essayer de comprendre ce que j'ai écrit à l'intérieur des copies. Et la semaine prochaine, c'est concours blanc, donc vous ne corrigez pas vos fautes. Vous aurez encore une semaine derrière, donc les fautes que vous pouvez toujours récupérer les points et vous me rendrez les fautes corrigées le vendredi, pas de la semaine prochaine, mais de la semaine d'après. D'accord ? Voilà, je vous dis au revoir pour ceux qui sont